Mesdames et messieurs, chers collègues, chers maîtres, je vais vous parler de la transition démographique néolithique et des maladies infectieuses, l'apport de la vallée du Nil. En fait, vous avez compris au cours des derniers jours, ce qu'il faut trouver pour répondre à la bonne question, c'est le bon site. Et donc, vous présenter aujourd'hui, en cette fin d'exposer la vallée du Nil, c'est simplement pour vous dire que nous avons trouvé un bon site pour répondre à une question qui est celle de la démographie humaine de ces, nous allons voir, derniers milliers d'années, mais peut-être avant. Alors, en introduction, pour comprendre la démographie humaine, il faut comprendre cela. Dans la salle, tous ceux d'entre vous qui sont nés après 1970 ont vécu une des transitions majeures de l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et pour ceux d'entre vous qui sont nés, enfin pour ceux d'entre vous qui sont nés avant, vous avez vécu cette transition, pour les autres, ce sont vos parents qui l'ont vécu. Cette transition, elle est tellement forte que tous nos présidents de la République, à commencer depuis les années 80, M. Mitterrand, d'accord, M. Chirac, M. Sarkozy, M. Hollande, cette transition démographique majeure de l'histoire de l'humanité les a parfois empêchés de dormir. Et M. Macron, à l'heure actuelle, ne s'y est pas encore attaqué, mais je pense que c'est quelque chose qui est d'importance. Et il faut saisir, si vous voulez, ces questions pour comprendre l'histoire de l'humanité et notre histoire sociale. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est pas ça, c'est ça. Pour ceux d'entre vous qui ont 50 ans, nos arrière-grands-parents avaient déjà connu une transition majeure de l'histoire évolutive de l'humanité. Alors vous allez me dire, ce monsieur, il est assez étonnant. Tout le monde en aurait vécu des transitions majeures de l'histoire de l'humanité. Mais je vais vous dire, en 7 millions d'années, à mon avis, il y en a eu 4. La 5e a été décrite la semaine dernière, 29 juin, dans Science. Elle est très discutée. Je vous en parlerai en 2 mots à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, si vous voulez, j'ai pris l'exemple de la population française. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais finalement, au Collège de France, c'est cet exemple qu'il fallait prendre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la transition. Je vais appeler l'appariteur. Ce qui est bien, c'est que ça tombe sur moi, si vous voulez, parce que moi, je ne peux appeler directement. Il faut bien choisir une victime. Voilà. Ah. Ah. Non, c'est celle-là. Sinon, passer sur le PDF, non? C'est celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardons ce qui se passe jusqu'en 1800, avant nos arrière-grands-parents. Ce qui se passe jusqu'avant 1800 est assez simple. En gros, on avait une espérance de vie à la naissance qui était de 27 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde plusieurs générations, une bonne dizaine de générations, eh bien, pour 1000 enfants qui naissaient, il y en avait 333 qui décédaient entre 0 et 1 an, 333 qui décédaient entre 1 et 18 ans, et quand on avait 18 ans, on avait une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. En 1800, aux alentours de 1800, au moment où Napoléon va tuer des millions de personnes, généralise le vaccin contre la variole. La variole, c'est une maladie qui a tué environ 10% de la population mondiale au cours des 2 derniers millénaires. La variole, elle a été éradiquée en 1977. Entre 1900 et 1977, elle aurait tué, suivant les épidémiologistes, 300 à 500 millions de personnes, et on pense que 500 millions, c'est plus vrai que 300. Donc généralise le vaccin contre la variole, et à partir de là,
on a cette première évolution démographique qui va être une diminution de la mortalité infantile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le voyez, on a une diminution de la mortalité infantile. Ici, cette mortalité infantile, comme elle diminue, elle provoque une augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Elle provoque une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, et en même temps qu'elle provoque une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, les couples s'adaptent. C'est-à-dire que les couples, ils avaient pris l'habitude d'avoir entre 4 et 6 enfants, puisque quand vous en avez 2 qui vont mourir avant 18 ans, si vous voulez simplement assurer le renouvellement des générations, il va falloir avoir beaucoup d'enfants. Et donc les couples, ils prennent l'habitude d'avoir moins d'enfants. En 1950, on a quelque chose aussi important que les vaccins qui se produit, c'est la généralisation des antibiotiques. Cette généralisation des antibiotiques, elle va diminuer fortement la mortalité infantile. Tous, dans cette pièce, nous avons été largement alimentés par les antibiotiques, il n'y a pas d'autre mot. Et l'espérance de vie va donc continuer à augmenter après la Seconde Guerre mondiale, et le nombre d'enfants va évidemment diminuer de même, sauf que dans un tel type de croissance démographique, quand vous avez une crise comme la Seconde Guerre mondiale, pour récupérer la population, on a ce qu'on appelle un baby-boom, et vous avez le baby-boom post-Seconde Guerre mondiale qui apparaît ici. Et là, nous arrivons dans les fameuses années 70-80. Dans les fameuses années 70-80, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, pour ceux d'entre vous qui sont nés avant 1970, souvenez-vous de vos grands-parents. Pour les autres, souvenez-vous de vos arrière-grands-parents. Ils sont tous morts de la même façon. Ils sont morts d'un infarctus, d'un accident vasculaire cérébral. Eh bien, entre 1970 et 1980, la médecine trouve des médicaments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et là, pour la première fois depuis, j'ose imiter Michel Brunet, 7 millions d'années, pour la première fois depuis 7 millions d'années, on a une augmentation de vie, on a une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, non pas en raison d'une diminution de la mortalité infantile, mais en raison d'une augmentation de l'espérance de vie chez les sujets de plus de 60 ans. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Et pourquoi cette révolution de l'évolution humaine, il n'y a pas d'autre terme, a, je dirais, provoqué les soucis de nos dirigeants? Pour une raison simple, c'est les retraites. En 1928, on décide que l'âge de la retraite sera à 60 ans, c'est-à-dire un peu en dessous de l'espérance de vie à la naissance. Après la Seconde Guerre mondiale, on dit l'âge de la retraite, on va le mettre à 65 ans parce qu'il faut soutenir l'effort économique du pays. À ce moment-là, il y a un très beau texte de la CGT qui dit « Mais Monsieur le Président, à quoi ça sert de mettre la retraite à 65 ans? La plupart de nos collègues seront décédés. » D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1982, on met la retraite à 60 ans, alors que juste avant, il y a eu beaucoup de pré-retraites à 55, et vous vous apercevez que l'espérance de vie ne cesse de monter avec une retraite qui se situe là, et ce qui fait que cette évolution biologique majeure crée, effectivement, après 7 millions d'années, on demande à nos dirigeants de régler en quelques années, si vous voulez, un phénomène biologique qui n'a pas existé pendant 7 millions d'années. Et alors la question qui se pose pour nous autres, c'est et avant 1800, qu'est-ce qui se passait avant 1800? Ce qui se passait avant 1800, on n'a pas trop de documents, mais on a des cimetières. On a des cimetières médiévaux, et comme avant, aux alentours de 1800, je vous ai dit, sur le longue durée, l'espérance de vie à la naissance, c'était 27 ans, on a des tables de mortalité. Je répondrai à ces questions très techniques pour ceux que ça peut intéresser à la fin. Pour le reste, maintenant, faites-moi confiance. Donc, on a une espérance de vie théorique
Et on peut regarder ce que font nos cimetières. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en gros, la mortalité des adultes, en fonction des adolescents, rentre dans cette espérance de vie, mais là, il n'y a pas d'enfants. Alors vous avez deux solutions, ou bien les enfants ne mourraient pas, d'accord, et donc on se trouve dans un schéma démographique qui n'existerait pas, ou ils n'étaient pas enterrés. Évidemment, c'est la deuxième solution qui est la bonne. La plupart des enfants n'étaient pas enterrés dans les cimetières conçus pour les adultes. Il y avait une énorme mortalité infantile. Je pourrais éventuellement répondre à ces questions. Donc ils n'étaient pas enterrés, et lorsqu'ils l'étaient, il était à des profondeurs moindres que les adultes, ce qui fait que bien souvent, les tombes ont disparu. Alors, par exemple, sur les dizaines de cimetières médiévaux fouillés en Europe, là, je vous ai mis deux résultats d'études que j'ai pu mener ou encadrer, et vous voyez que, systématiquement, il manque ces enfants, ce qui a pu faire dire à notre collègue Bocquet et à notre collègue Massé, il y a plus de 25 ans, « Farewell to paléodémographie », ça veut dire faire de la démographie des populations du passé. C'est tout simplement impossible, puisque la seule chose que nous arrivons à faire, c'est de savoir si les cimetières que nous avons rentrent dans le schéma théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que finalement, on peut dire que depuis l'origine, et quand je dis depuis l'origine, je me tourne vers mes maîtres, si vous voulez, eh bien, on aurait toujours eu une espérance de vie à la naissance qui soit pareille. Alors, je vous ai dit que si on avait une espérance de vie à la naissance qui était pareille, c'est aux alentours de 27 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait beaucoup d'enfants qui meurent, puis ensuite on aurait des pics de surmortalité, puis des baby-booms, mais on resterait en fait toujours équivalent. Alors, je vous donne un exemple. Au Moyen-Âge, quelles étaient les trois grandes villes médiévales en Europe? Montpellier, Bruges, Paris. Montpellier, créé en 985. Grande peste de 1348, la démographie de Montpellier s'effondre, il y a un baby-boom après, nous n'avons jamais retrouvé à Montpellier le taux, si vous voulez, qu'on aurait dû atteindre. D'ailleurs, je vais vous dire, ça se saurait, parce que si la croissance de Montpellier avait été celle, après la Grande Peste, qu'elle a eue entre 985 et 1348, il y aurait 1,5 milliard d'habitants à Montpellier actuellement. Ça se saurait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, au Néolithique? Le Néolithique, c'est une période dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et je termine. En fait, c'est ce que je vais vous parler. J'ai pris cette carte que j'ai empruntée à mon maître Jean Guilhem. En Néolithique, vous voyez à peu près entre 10 000 avant, en gros, et 2000 avant, un peu partout à travers le monde, et les gens vont passer d'un statut de chasseur-cueilleur, donc qui a été largement développé au cours de cette dernière journée, pour devenir des agriculteurs et des éleveurs. Et il y a différents indices qui laissent penser qu'en quelque temps, quelques milliers d'années, la population a été au moins multipliée par 1000. On voit la dégradation du paysage commencer, s'accélérer. On voit le nombre de sites qui augmente. Mais comment cela a-t-il pu se produire avec ce schéma de démographie? En fait, c'est très simple. Il faut trouver un site où il y ait des enfants. Si on n'a pas de site, on n'a pas d'enfants, on ne répond pas à ce problème. Et ce site existe. J'ai eu la chance de le fouiller pendant 15 ans. Il s'appelle Adaïma, en Haute-Égypte, et les enfants sont particulièrement bien représentés. C'est un ensemble funéraire du 4e millénaire de notre ère, donc 3007 à 3300 avant Jésus-Christ, et on a fouillé plus de 1000 tombes, dont une grande partie sont des tombes d'enfants. Ce site, non seulement il a fouillé, il a fourni beaucoup d'enfants, mais en fait, ils sont remarquablement bien préservés. Je vous montrerai après, on a deux zones, et là, par exemple, vous avez le taux de conservation des squelettes d'enfants dans ces deux zones, et vous vous apercevez qu'on a des taux de conservation des squelettes d'enfants qui dépassent 90%. Ça veut dire quoi, 90%? Ça veut dire qu'on va trouver, par exemple, des phalanges. Alors, c'est juste un détail méthodologique, ça implique quand même de les fouiller, ça prend du temps, quoi. Parce qu'il faut les fouiller, ça prend du temps, mais ils sont bien conservés. Par exemple, on retrouve les calculs vésicaux, on peut donner la fréquence des calculs vésicaux dans cette population, des calculs biliaires, etc. En dehors de ça, si vous prenez ça, c'est du millimètre, d'accord? Eh bien, vous voyez qu'on a des petits os qui font quelques millimètres. Ici,
vous avez des représentations de radiographie d'enfants qui avaient des tuberculoses osseuses en 1932, et on retrouve ici, des lésions qui sont semblables. Et il est donc très rare, si vous voulez, de trouver des cimetières qui permettent de faire de la pathologie sur de petits ossements de ce type. Alors, quelques mots sur Adaïma. Adaïma, c'est un ensemble funéraire qui se situe ici, avec un habitat en étant Haute-Égypte. Là, c'est des habitations contemporaines, mais qui sont sur un site ancien, et vous avez le Nil qui est là-bas. À Daïma, en fait, on a deux grands cimetières, un habitat que je vous ai mis pour mémoire, un cimetière ouest et un cimetière est. Quelques mots, si vous voulez, de données archéologiques, quand même, pour vous situer le contexte. C'est un cimetière qui apparaît avec une tombe fondatrice. Vers 3007 avant notre ère, on a plusieurs sujets qui sont inhumés en même temps au sommet d'une colline qui domine le Nil. Donc, on ne risque pas de faire de la démographie là-dessus. Ensuite, on a autour de cette tombe des tombes qui se mettent en place, qui sont des tombes doubles, voire des fois des tombes avec d'autres tombes à côté, qui sont des tombes de sujets importants qui sont inhumés avec ce qu'on appelle des sépultures d'accompagnement, de sujets qui ont été sacrifiés à leur côté. On voit qu'ils ont été égorgés. Ça ne nous permet pas non plus de faire de la démographie. Ensuite, un cimetière de l'élite, qui lui va nous permettre de faire de la démographie. Et au moment où ce cimetière de l'élite se met en place, on a déjà un cimetière qui se met en place dans la plaine, qui va être un cimetière essentiellement d'enfants. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, vers 3005 à 3000, le cimetière devient celui d'une communauté, donc qui est enterrée autour de ce lieu saint, entre guillemets. Le cimetière, ici, va se développer, et ce cimetière qui va se développer va avoir deux parties, vous allez entendre parler, une partie nord, qui est la plus ancienne, et une partie sud, la plus ancienne, une partie nord, la plus récente, sachant que dans la partie sud, on n'a que des enfants, entre 6 mois et 12 à 14 ans. 6 mois, c'est l'âge d'apparition des premières dents de lait. 12 à 14 ans, c'est l'adolescence, l'initiation. Et sachant que dans le secteur nord, on a des enfants de tout âge, y compris des fœtus de 6-7 mois lunaires, mais aussi des adultes. Et donc, cette population est suffisamment nombreuse pour qu'on puisse faire de la démographie. Quand on fait de la démographie, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, vous vous souvenez que, tout à l'heure, je vous disais, l'espérance de vie, elle était à 27 ans. Là, il faut tomber à des espérances de vie qui soient bien inférieures. C'est-à-dire qu'on tombe dans des espérances de vie qui sont de l'ordre de 21 ans. D'accord? En bleu, on est à 21 ans, et ça, c'est l'espérance de vie à 21 ans maximum. C'est-à-dire que pour les populations qui décèdent, dont on connaît l'espérance de vie aux alentours de 21 ans, qui ont pu être enregistrées, c'est des populations où la mortalité infantile est monstrueuse, mais en dehors de ça, il y a quand même des variations entre populations qui fait qu'il y a celles où il y a une très 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 grosse mortalité infantile et celles où il y en a une très grosse simplement. Et donc vous vous apercevez qu'on a tellement d'enfants, par exemple, dans le cimetière sud, qu'on dépasse les limites de l'espérance de vie à 21 ans. Donc on est très proche de populations qui ont des espérances de vie vers 18 ans, mais quand vous approchez, vous êtes inférieur à 18 ans, de toute façon, la population disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des populations où il y avait énormément d'enfants et en même temps énormément de mortalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une population qui vivait sur un rythme plus ou moins constant, et puis quand ça s'effondrait, vous aviez un baby-boom qui allait repartir. C'était le baby-boom permanent, avec des décès permanents. La grande question qui se... Alors vous avez, par exemple, je vous ai mis, pour que vous en souveniez par comparaison, les cimetières médiévaux qu'on a à côté, mais ici, vous voyez, on est sur les espérances de vie à 25-30 ans. Et là, il manque des enfants. Tandis que dans ce cimetière, on a tous les enfants qu'il faut, avec des espérances de vie, ici à 21 ans, pour l'autre entre 21 et 27 ans.
on peut reconstituer, je répondrai au niveau des questions, les enfants manquants. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on avait énormément d'enfants et énormément de mortalité. Mais la mortalité, elle était due à quoi? La mortalité était due à quoi? Eh bien, vraisemblablement, maladies infectieuses. Or, cette année, nous fêtons les 20 ans de la première étude de Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire de recherche de la bactérie responsable de la tuberculose sur des os, et ça s'est passé à Daïma. Et en fait, les sujets qui ont des tuberculoses osseuses, la tuberculose, c'est une maladie pulmonaire. Cette maladie pulmonaire, elle peut toucher, on dit habituellement l'os dans nos populations, dans environ 5% des cas. Eh bien, on s'aperçoit que quand elle touche l'os, elle peut détruire certains os, dont les vertèbres, et à ce moment-là, le sujet devient un bossu. Et on s'aperçoit qu'à Daïma, on a des bossus. Alors ça, c'est un rappel, parce que justement, ça fait 20 ans, on faisait de la biologie, on commençait, c'était le début de la biologie moléculaire, mais qui montrait ici, si vous voulez, qu'on avait bien de la tuberculose. Et on a des cas de tuberculose osseuse à Adaïma, qui touchent les vertèbres. Mais non seulement on a des cas qui touchent les vertèbres, mais comme les os sont parfaitement bien conservés, on peut étudier, ce qui ne se fait jamais dans d'autres parties du monde, les enfants qui sont touchés par la tuberculose osseuse sur leurs petits os. Ici, vous avez une partie distale, si vous voulez, avec un ulna, ce qu'on appelle une tumeur blanche, mais en fait, il y en a énormément. On voit tous ces abcès qui ont été étudiés, notamment par le professeur Daberna, moi-même. On a même des tuberculoses méningées qui touchent les méninges, et donc on peut repérer sur la voûte du crâne. Et quand on regarde, en fait, la distribution des lésions, on s'aperçoit que ce n'est pas 5% des sujets qui ont des lésions de tuberculose osseuse, comme c'est connu dans les populations contemporaines, mais en fait, on monte jusqu'à presque 10% des sujets qui ont des tuberculoses osseuses. Et chose qui est totalement intéressante, c'est qu'on s'aperçoit, si vous voulez, qu'on n'en a pas dans ce secteur du cimetière, on n'en a que dans ce secteur, ici, dans le premier secteur, et que lorsqu'on regarde, on a une augmentation de ces tuberculoses, un acmé, et puis une disparition des lésions tuberculeuses. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans les populations subcontemporaines, chez les Indiens par exemple, où on s'aperçoit que quand une population arrive, quand une épidémie de tuberculose arrive dans une population qui n'a jamais été au contact de la tuberculose, eh bien, c'est surtout les enfants qui vont être touchés. On va avoir une augmentation de la fréquence de la maladie qui va sélectionner les sujets, c'est-à-dire que ceux les moins adaptés vont décéder de la tuberculose, et à mesure que l'épidémie progresse, les sujets qui sont les plus adaptés survivent, d'accord, et survivants, eh bien, l'épidémie va finir par disparaître. C'est ce qui s'est passé à Daïma. Alors la question qu'on se pose à Daïma, c'est est-ce que ces sujets n'avaient jamais été en contact avec la tuberculose avant? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Daïma, on a parmi les plus vieux cas de tuberculose mondiale, mais j'ai rajouté ça parce qu'il y a été beaucoup question d'anatomie comparée ces derniers jours, et c'est une question que José Braga connaît bien. Quand on s'intéresse aux variations anatomiques dentaires dans cette population, eh bien, on s'aperçoit, si vous voulez, que la population d'Adaïma, en fait, ne se rapproche pas du tout des autres populations de la vallée du Nil à cette époque. Elle ne se rapproche pas du tout des autres populations de la vallée du Nil à cette époque. Elle se rapproche plutôt de populations qui actuellement, de chasseurs-cueilleurs qu'on retrouve en Afrique du Sud, et dont, par exemple, notre maître Tobias, dont il a été question hier, pensait que ces populations avaient pu remonter jusqu'au méga-Tchad, dont parlait Michel Brunet. Et en fait, c'est quand le lac Tchad, au cours de vers 4000 avant, après une phase d'expansion, commence à se rétrécir, qu'on a des migrations de populations qui partent du Tchad, qui sont bien documentées archéologiquement, et qui vont remonter dans la vallée. Et il est vraisemblable, si vous voulez, que cette population d'Adaïma fait partie de ces populations qui remontent dans la vallée, qui se retrouvent
au contact de populations qui avaient certainement déjà la tuberculose et qui vont être décimées. Alors, elles vont être décimées. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'était comme bactérie? Est-ce que c'était réellement une mycobactérie comme à l'heure actuelle? C'est peu probable, parce qu'en fait, on connaît la séquence de cette mycobactérie en toute petite partie. On va, j'espère, dans quelques années, étudier la totalité de la séquence, mais c'est des questions techniques qui sont un peu difficiles. Et en fait, vous apercevez que la tuberculose actuelle, elle est là, ça c'est là, mais ça polarise. Et en fait, il se pourrait que nous soyons face à une mycobactérie très ancienne qui, à l'heure actuelle, n'existerait plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, on a eu cette épidémie de tuberculose. Eh bien, cette épidémie de tuberculose, elle disparaît. Est-ce qu'après, ils n'avaient plus la tuberculose? Est-ce qu'ils ont tous été sélectionnés? Alors, ce qui nous a étonné, c'est quand on compare les variations anatomiques d'ici et d'ici, chez les sujets, en fait, c'est la même population. Mais on a un autre exemple à travers le monde, que j'ai la chance d'avoir pu fouiller, qui ne se trouve pas du tout dans la vallée du Nil, qui se trouve en Sibérie, au XVIIIe siècle. Quand on se présente en Sibérie au XVIIIe siècle, ici, on voit exactement la même chose. On voit une énorme épidémie de tuberculose qui se développe parmi les populations autochtones. Cette énorme épidémie de tuberculose, on sait exactement à quoi elle est due. Elle est due à une mycobactérie que nous avons pu identifier, qui est une mycobactérie d'origine européenne. Normale, les Européens arrivent et donnent la maladie aux autochtones. Elle disparaît, mais au XIXe siècle, il n'y a plus de cas de tuberculose osseuse. Mais est-ce qu'il y a eu de la tuberculose? Bien sûr qu'il y a eu de la tuberculose, les textes nous le disent, nous-mêmes l'avons vu, mais c'est une nouvelle type de mycobactérie qui a pris le dessus. Et cette mycobactérie qui a pris le dessus n'a pas d'incidence osseuse. Donc on a là, si vous voulez, un balancement entre différents types de maladies et des populations qui vont plus ou moins s'adapter. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Adaima? C'est-à-dire que nous avons vécu une première évolution démographique dans notre vie, celle entre 1970 et 1980, où on a vu cette augmentation de l'espérance de vie à la naissance parce que les sujets âgés ont vécu plus longtemps. On a vu cette rupture en 1800 où il y a eu beaucoup d'enfants qui ont commencé à survivre. Et entre 1800 finalement et le néolithique, et je vais revenir sur ces termes, parce qu'avant on pensait que ce phénomène que je vous avais décrit, il avait été envisagé par certains auteurs, dont Bocquet et Appel, mais uniquement de façon théorique. Ce phénomène qui s'était passé au néolithique, en fait, aurait pu être une nouvelle forme démographique de l'histoire de l'humanité, avec énormément d'enfants, et en même temps qu'il y a énormément d'enfants, de nouvelles épidémies qui se mettent en place, qui vont les tuer, et donc encore plus d'enfants pour survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez encore plus d'enfants, mais que vous arrivez à survivre, il suffit de presque rien, 0,0001%, je l'ai appris par cœur, d'augmentation de population d'un an pour passer dans la vallée du Nil de 4000 avant Jésus-Christ, de 1 million d'habitants, à 5 millions en 3000 avant Jésus-Christ. 5 millions en 3000 avant Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fallu à peu près pour construire, non pas Michel Brunet, mais la Grande Pyramide, si vous voulez. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on a quelque chose qui arrive en Égypte, qui est absolument fantastique, qui est la naissance de l'État en 3000 avant Jésus-Christ. Pourquoi l'État est-il apparu en Égypte en 3000 avant Jésus-Christ, avec un État qui a réussi à faire construire, juste moins de 1000 ans après Adaima, la Grande Pyramide? Il fallait qu'il y ait une démographie, qui soit fantastique. Il fallait des bras, d'accord? Et ces bras, on les voit se développer avec cette nouvelle démographie qui se met en place en Égypte, non pas exactement en cours du néolithique, mais en fait à la fin du néolithique, dans ce qu'on appelle la protohistoire égyptienne. Alors, premièrement, j'aimerais remercier l'Institut français d'archéologie orientale qui nous a permis d'effectuer ces fouilles, l'agence Gamma qui a fourni certaines des photos, et c'est un peu comme dans les films, si vous voulez. On croit que c'est fini, mais ce n'est pas exactement fini. Il y avait une équipe, évidemment, à Adaima. Je ne suis pas le seul à avoir fait tout ça, heureusement.
c'est que je vous ai parlé de 3 transitions démographiques et je vous ai dit que j'en connaissais 4, peut-être 5. Où elle est la 4e? Ben, la 4e, on ne la connaît pas, mais on sait qu'elle a existé. Et là, ce sera à mes maîtres, parce que ce n'est pas ma spécialité, d'y répondre. Je vous ai dit l'espérance de vie à la naissance chez l'homme, avant 1800, elle était environ 27 ans. Je vous ai dit, ça veut dire 33% de mortalité entre 0 et 1 an, 33% ici, et quand vous avez 18 ans, une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. Donc ça nous fait du 17 et 17%. Chez le chimpanzé, elle est de combien l'espérance de vie à la naissance? Je parle en milieu sauvage. En milieu sauvage, elle peut atteindre 35 ans. Il y a un article Journal of Human Evolution, il y a 2 ans, qui dit qu'elle peut atteindre 35 ans dans certains cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une mortalité entre 0 et 1 an qui était à peu près de 33%, comme chez les paysans médiévaux en France. Entre 1 et non pas 18 ans, c'est 14 ans, j'ai repris les tables de mortalité que donnent nos collègues, elle était à peu près d'environ 33% aussi, parce que 14 ans, c'est l'âge, ce que nos collègues décrivent comme la maturité sexuelle chez les chimpanzés. Et en revanche, elle était de 34% après, parce qu'on connaît un chimpanzé qui, en liberté, aurait dépassé 60 ans et atteint 66 ans. Ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité qui vous a été présentée, d'accord, dont nous vivons depuis 1980 une dernière phase, jusqu'à la prochaine dont je vais vous parler à l'étape suivante, eh bien, il y a eu un moment où il y a des sujets qui se sont mis à vivre de plus en plus longtemps. Est-ce que ça s'est passé au moment des Australopithèques? Est-ce que ça s'est passé lors du genre Homo? Lors des Homo sapiens? Voire plus récemment? Je pense que ça s'est passé plus récemment, parce qu'on a quelques idées, si vous voulez, sur la mortalité des chasseurs-cueilleurs. Mais en tout cas, il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité qui a représenté, en fait, un peu ce à quoi nos dirigeants actuels sont confrontés. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où les groupes ont vu apparaître des sujets de plus de 60 ans. Et ils se sont demandé, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait de ces sujets de plus de 60 ans? Et ça a été une des grandes questions. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que l'histoire de l'humanité, c'était une question qui a été posée hier, est finie, terminée, résolue? Je ne sais plus, Sylvana Condemi disait, on sait tout des Néandertaliens, est-ce qu'on sait tout des hommes modernes? Eh bien, les Italiens, chers collègues, ont ceci d'absolument extraordinaire, c'est qu'ils ont chez eux une table des centenaires. Et ils vérifient systématiquement, il y a de très belles études qui sortent sur tous les centenaires. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que comme on vit de plus en plus vieux, je vous ai parlé qu'à l'époque, on avait une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. Maintenant, en fait, ce qui se passe, quand je vous dis espérance de vie de naissance, c'est à 27 ans, et maintenant elle est à 80 ans, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas du tout dire la même chose. À l'époque, à 27 ans, on avait la moyenne qui n'était pas confondue avec la médiane. C'est-à-dire que vous aviez 50% de la population qui décédait avant 27 ans, si vous voulez. Mais après, vous pouvez vivre avant. Quand actuellement on dit en France l'espérance de vie à la naissance est de 80 ans, ça veut dire à peu près, grosso modo, que l'espérance de vie, que la moyenne est confondue avec la médiane, et que quand il y a la moitié de la population qui décède avant 80, si vous voulez, et puis l'autre moitié après. Nos collègues se sont intéressés, puisqu'il y en a de plus en plus qui vivent longtemps. Il faut savoir qu'une femme sur 2 qui naît aujourd'hui devrait pouvoir atteindre 100 ans. Donc ça veut dire quand même que celles qui atteignent 100 ans, il y en a qui vont atteindre 110. Eh bien, nos collègues italiens se sont intéressés à la mortalité après 100 ans et après 110 ans. Et on s'est aperçu de quoi? Alors, ça vient d'être publié il y a une semaine, et je vous le livre simplement comme objet de réflexion. C'est qu'il semblerait qu'il y ait une nouvelle forme démographique qui se mette en place. C'est que quand vous avez atteint 105 ans, eh bien, l'année d'après, vous n'avez qu'une chance sur 2 de décéder. Et c'est-à-dire que, théoriquement, si vous voulez, les chances devraient être, vous devriez avoir, enfin, de chance ou de malchance, vous devriez dire, quand j'ai 105, je devrais avoir beaucoup de malchance de décéder dans les... Eh bien non, c'est un coup sur 2. Ce qu'ils disent, ça devient statistique. C'est-à-dire que les auteurs de l'article disent, à l'extrême, comme c'est un coup de dé, on pourrait devenir immortel après 105 ans, puisque chaque fois, si vous voulez, les compteurs sont remis à zéro. Donc je vous livre ça, si vous voulez, non comme objet de réflexion, parce que c'est sorti la semaine dernière dans une revue qui est donnée comme sérieuse, mais pour vous montrer qu'au cours de l'histoire de l'humanité, si vous voulez, la démographie a beaucoup changé et qu'elle est responsable en partie de notre évolution
et que les maladies infectieuses, jusqu'en 1800, ont façonné notre évolution, surtout à partir du néolithique, et je vous en remercie.